Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Il semble que les pressions conjointes de Joe Biden et de Donald Trump puissent conduire à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Que vous inspire ce processus en cours? En fait, cet accord de cessez-le-feu a été annoncé en premier par Donald Trump, ce qui est très significatif. Et à partir du moment où Donald Trump a tweeté, puisqu'en fait il l'a fait sur son réseau social propre, qu'ils avaient trouvé un accord sur les otages, nous avons tous compris que l'accord serait réellement signé. Malgré les atermoiements, je veux dire, un peu fictifs du cabinet Netanyahou qui essaie de montrer, notamment à ses opposants, que la négociation aurait pu aller plus loin. Mais dans la réalité, Trump a réalisé une de ses promesses de campagne électorale, c'est de stopper la guerre qui, dans son esprit, est un bad business. Par contre, il faut bien comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est certes l'amorce de la fin de la guerre, mais ça n'est pas la paix pour autant. Et c'est bien là la question essentielle, à mon avis, sur le sujet à Gaza, c'est que Gaza est la clé d'un conflit au Proche-Orient qui aujourd'hui implique le Liban, la Syrie, l'Iran bien sûr, jusqu'au Yémen avec les rebelles houthis, que le fait que la guerre s'arrête à Gaza nous donne un immense soulagement et un espoir de fin de la guerre, mais que la paix, surtout dans cette région, sera beaucoup plus complexe à monter. Guillaume Ancel, poursuivons maintenant avec l'Europe géographique. Quels pourraient être les effets du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur la guerre russe en Ukraine? Sur la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine, la position de Donald Trump est beaucoup plus complexe parce que, d'un côté, il affiche une forme d'isolationnisme, le fait que les États-Unis voudraient être moins impliqués dans cette affaire, qu'ils n'ont pas quelque part à payer pour la défense de l'Ukraine et donc de l'Europe, et sa volonté que la guerre stoppe, exactement comme pour le Proche-Orient. De l'autre côté, dans les informations que j'ai, notamment par l'OTAN, Donald Trump est parfaitement conscient que se retirer de l'OTAN coûterait très cher aux industries militaires américaines. Pourquoi? Et par conséquent, parce que en fait, quand il invite avec une grande fermeté les pays européens à dépenser plus, dans son esprit, c'est à dépenser plus en produits militaires américains. Et que par conséquent, l'OTAN, il le voit presque comme un marché. Par conséquent, il veut stopper la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas pour offrir une victoire à la Russie de Poutine, avec qui on sait qu'il entretient une relation d'une forme de connivence. Il l'a appelé pendant que Poutine menait cette guerre, alors qu'il n'était absolument pas à la présidence, et que ses équipes ont commencé à négocier avec Poutine dès début décembre, c'est-à-dire en fait dès qu'il a été élu futur président. Alors que il est investi le 20 janvier, 2 mois auparavant, il commence à discuter avec Poutine de la fin de la guerre. La discussion est très dure. La discussion est très dure vis-à-vis de Poutine, parce que c'est quand même, lui, un négociateur, Trump, mais elle est très dure aussi vis-à-vis des Européens, parce qu'il veut leur imposer les conditions de son deal. Lui, ce que veut Trump, c'est stopper la guerre, mais que le poids et les conséquences de ce cessez-le-feu soient supportées par les Européens, et au premier chef par les Ukrainiens, dont il est assez, gênant de constater qu'ils ne sont pas à la table des négociations. Sur l'industrie de défense européenne, quel pourrait être l'effet? C'est une question qui est cruciale parce que dans l'esprit de Trump, le budget de la défense des Européens, qu'il veut pousser jusqu'à 5% du PIB, alors que je le rappelle, les États-Unis dépensent à peine 3,5%. Donc on sait très bien que c'est un symbole en fait. Il dit, vous devez dépenser plus. Vous devez dépenser plus en produits américains. Les Européens sont face à une alternative que je vais comparer à celle de l'aéronautique. Soit ils font un Airbus de la défense, qui est capable de tenir la dragée haute à Boeing, soit on joue avec les anciennes manufactures nationales, voire royales, et puis chacun y va avec son avion d'assaut ou son Eurofighter, et là c'est clair qu'on sera défait, que nous n'aurons que l'industrie américaine pour nous fournir. Donc c'est un moment clé pour moi dans la construction européenne. On parle souvent de l'Europe de la défense, mais dans cette Europe de la défense, il y a surtout une industrie européenne de la défense. Il est temps de mettre en place un Airbus de la défense en Europe. Est-ce que les Européens y sont vraiment prêts? Je pense notamment à nos amis polonais, pour ne pas être désagréable. Alors, à nos amis polonais, mais on pourrait aussi parler de nos amis français.
Parce que Nexter comme Dassault n'ont aucune envie de se voir englobés dans une industrie très européenne, et on voit bien qu'ils sont extrêmement réticents. Je vais prendre un exemple. Nexter, le fabricant français de blindés, ne sait plus construire de blindés lourds. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, ma génération de militaires n'a commandé que des blindés extrêmement légers qui soient aérotransportables pour faire des expéditions loin à l'étranger. Alors évidemment, on voit bien que la guerre en Ukraine, c'est une guerre lourde, massive, du type Deuxième Guerre mondiale, avec d'abord de l'artillerie et des blindés. Chose que les Français ne savent plus tellement construire. On parle du canon César chez Nexter, mais le canon César, c'est un canon léger. Et aujourd'hui, on a besoin de canons blindés, lourds, capables de tenir des tirs pendant très longtemps. Donc, les Français ne sont pas les premiers à défendre une industrie européenne de la défense parce qu'ils ont peur de ne pas y être. Et c'est là où on voit qu'il y a un gap à franchir. Ce sera tout le rôle de notre gouvernement s'il arrive à trouver un peu de stabilité. Très franchement, la relance de la guerre russe en Ukraine date du 24 février 2022. Ça commence à faire du temps. Est-ce que nous avons, pendant ce temps, quand je dis nous, c'est nous, pays de l'Union européenne, été capables de véritablement tirer les leçons du retour de la guerre en Europe? Autrement dit, est-ce qu'on est à niveau ou est-ce qu'on est dans les cordes, voire un genou à terre? Est-ce que M. Trump est capable de nous faire réagir ou pas? En fait, nous ne sommes clairement pas à niveau. Les pays européens ne le sont pas. Mais pour autant, ils ont réagi. Je vais prendre un exemple. Ils ont réussi à produire plus d'1 million d'obus. La consommation en obus d'artillerie sur le théâtre ukrainien se fait en millions. Or, avant la guerre, notre niveau de production était toute l'Europe cumulée, plutôt de l'ordre de 100 000, à peine en un an. Les Européens, quand ils se mobilisent, exactement comme ils l'ont fait pour le vaccin contre le Covid, sont capables du meilleur. Mais ils sont capables du pire aussi. Quand on voit que pour fournir une armée de l'air à l'Ukraine, on parle de quelques avions, de quelques Mirage 2000, de quelques F-16, alors que les Américains ont des réserves en centaines d'avions opérationnels. On voit bien que l'Europe n'a pas pris la mesure de l'enjeu qui se présente à elle en termes de sécurité, alors que sur le papier, les 27 budgets de la défense européens sont 4 fois supérieurs à celui de la Russie. Et donc, l'Europe devrait être une des grandes puissances militaires du monde qui fasse entendre sa voix, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient. Et ma grande question, c'est est-ce qu'on a pris la mesure de la menace vraiment? Alors, je répondrai de manière différenciée entre les pays qui sont le plus à l'est de l'Union européenne, je veux dire ceux qui voient la guerre à leurs frontières. Je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Baltes. Je pense que ceux-ci, c'est pas la peine de leur expliquer quel est l'enjeu sur le sujet. Ils ont le sentiment que la guerre est juste en face d'eux et que bien évidemment, à un moment ou à un autre, elle va les toucher. Et ils pourraient nous apprendre beaucoup si on était malins. Et c'est eux qui investissent aujourd'hui le plus. C'est l'exemple de la Pologne, dont on regrette qu'ils achètent essentiellement leur matériel à l'étranger, mais au fond, en l'absence d'une industrie européenne de la défense et surtout d'une volonté européenne que tout le monde s'équipe de la même manière. Et puis, il y a les pays qui sont un peu plus à l'ouest, qui sont ambigus et étonnants. La Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est très active sur le sujet, en laissant oublier qu'elle ne consacre plus un rond à sa défense, qu'en réalité, elle n'a plus d'armée. Elle est très active politiquement, mais en fait totalement sous-dotée. La France, qui est la plus grosse armée aujourd'hui en Europe, mais qui est une armée essentiellement faite pour des expéditions à l'étranger, et dont mon camarade Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, rappelait que dans un conflit comme l'Ukraine, nous n'aurions que 15 jours de munitions. Donc on voit bien qu'on a une attitude qui est assez controversée. Je n'ai pas vu l'armée française, pour la prendre en exemple, changer radicalement de politique avec sa nouvelle loi de programmation, qui est l'engage pour les 7 années à venir, dans lequel il n'y a pas de chars lourds, il n'y a pas d'artillerie lourde, il n'y a pas d'équipement ou de système qui nous permettrait de nous impliquer dans un conflit de haute intensité si demain la Russie, au-delà de l'Ukraine, attaquait un pays balte par exemple. On sait que les États-Unis souhaiteraient se consacrer davantage à leur confrontation avec la République populaire de Chine. Si M. Trump entre dans une relation plus frontale avec la Chine, que deviendront les pays de l'Union européenne? Autrement dit, est-ce qu'on sera obligé de suivre? En fait, il y a deux questions, à mon avis, à l'intérieur. D'abord, c'est l'issue de la guerre en Ukraine qui va être déterminante probablement dans l'attitude de la Chine. La Chine observe avec une extrême attention la capacité des pays occidentaux à défendre un des leurs contre une agression. Il est clair que si on abandonne l'Ukraine, la Chine hésitera nettement moins à tenter, par exemple, une invasion de Taïwan. Par contre,
face à Trump, dont on sait qu'il est assez imprévisible et qu'il est capable du meilleur comme du pire, je pense que la Chine réfléchit à 2 fois avant de lancer quoi que ce soit contre Taïwan. Parce qu'une guerre frontale serait totalement opposée à ses intérêts économiques et sociaux. La Chine est incroyablement dépendante du marché mondial pour sa propre prospérité économique. Et donc finalement, on est face à une puissance qui est d'abord économique et qui, au fond, voudrait imposer une manière de faire sans pour autant recourir au registre de la guerre, contrairement à ce qu'a fait Poutine très imprudemment en Europe. Il n'en demeure pas moins que reste la question que peuvent faire les pays de l'Union européenne si les États-Unis rentrent dans une relation frontale avec la Chine. On suit ou on ne suit pas? En fait, militairement, les pays européens n'en ont pas les moyens. C'est clair. Donc, de toute façon, la question ne se poserait pas par eux, faute tout simplement de disposer d'une force navale, d'une force aérienne qui soit capable d'essayer de s'opposer à la Chine dans un affrontement. Par contre, économiquement, l'Europe constitue, pour moi, un acteur clé sur le sujet, et tout dépendra de sa capacité à prendre des sanctions, mais surtout à les appliquer. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Guillaume Ancel, l'expérience historique et stratégique nous a appris que nous sommes souvent surpris, pris à contre-pied. Il serait possible de faire une longue liste d'événements lourds de conséquences que nous n'avons pas vu venir, comme l'annexion russe de la Crimée en 2014, le vote en faveur du Brexit au Royaume-Uni en 2016, la Covid-19 en 2020, et j'en passe. Alors je vous demande, de façon assez malhonnête, un exercice impossible qui consiste à vous demander quelles seraient les surprises stratégiques et géopolitiques possibles des prochains mois. À mon sens, très clairement, la première question pour nous, c'est est-ce que Poutine restera au pouvoir si la guerre en Ukraine s'arrête? Et c'est sans doute un des enjeux, ou plutôt ce qu'on peut espérer d'un cessez-le-feu, parce que tôt ou tard, dans les mois qui viennent, Trump va imposer un cessez-le-feu en Ukraine, comme il le fait sur Gaza. Est-ce que Poutine y survivra? Alors qu'il se maintient au pouvoir grâce à cette guerre. Et face à sa société, qui devra s'apercevoir qu'elle a été ruinée par cette guerre, qui s'est attaquée à leurs frères. Parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce serait une guerre entre la France et la Belgique. Ça n'a aucun sens en termes politiques. Est-ce que Poutine y survivrait? Et qu'est-ce qu'il se passerait si Poutine était défait par son propre régime? Est-ce que la Russie tomberait dans un chaos total, ce qui faisait très peur au président américain Joe Biden? Ou est-ce qu'au contraire, on peut espérer qu'enfin, on établisse une paix durable? Parce que si je le disais en sens inverse, tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y a aucun espoir de paix durable en Europe. Il y a un paradoxe aussi, c'est que finalement, instruits par l'histoire, 1991, l'implosion de l'URSS, la décennie 1991, qui est une décennie très particulière, avec une Russie très affaiblie, les Occidentaux, en admettant que ce terme ait un sens, ont peur que la Russie éclate elle-même. Et donc, en fait, on est nous-mêmes limités par nos propres peurs. C'est pour ça que ce que j'espère dans les mois qui viennent, c'est qu'à cause de ce cessez-le-feu qui sera imposé par Trump sans l'avis des Européens et sans l'avis de l'Ukraine, dans cette guerre qu'il a opposée à la Russie et qui a fait des centaines de milliers de morts et des dégâts en centaines de milliards d'euros, c'est que l'Europe prenne enfin conscience qu'elle ne peut pas se limiter au champ de la prospérité économique et culturelle, qu'il y a un véritable choc en Europe et que cette fois, les pays construisent non pas une Europe qui se regarde le nombril en disant que la guerre ne concerne que les pauvres et les autres, mais qu'elle se dise la sécurité de mon continent, c'est mon sujet. Et j'arrête de me payer une assurance, une garantie avec des acteurs qui sont aussi peu fiables que Donald Trump. Mais en même temps, les fondamentaux de la puissance de l'Union européenne sont affaiblis. La démographie de l'Union européenne est terriblement affaiblie, le vieillissement est avancé, la fécondité est très faible, en dessous du seuil de remplacement des générations. Le territoire de l'Union européenne reste marqué par des inégalités en termes d'économie extrêmement fortes, des sociétés extrêmement fragiles, et puis le désir de puissance est inégalement partagé. Alors donnez-moi une raison d'espérer, s'il vous plaît. Oui, l'Europe est dans une situation qui est compliquée. Mais si on la regarde d'un point de vue étranger, je vais me mettre à la place des Américains, ou je vais essayer de le faire beaucoup plus à l'Est.
c'est le plus grand espace de prospérité et de sérénité du monde. C'est un monde qui finit par oublier la chance qu'il a, le niveau de vie qu'elle a aujourd'hui. On est en train de se battre pour 1% de déficit, mais dont on a la chance de pouvoir être soigné, d'être éduqué, d'être occupé par une société qui a atteint un niveau de prospérité inégalé dans l'histoire et dans le monde. Est-ce que ça, on veut le préserver ou est-ce qu'on veut juste en profiter en croyant que les autres nous épargneront? Pour moi, c'est tout le sujet de la sécurité de l'Europe, c'est est-ce qu'on prend conscience, comme Olaf Scholz, que nous n'avons plus le droit de croire que nous n'avons pas d'ennemis? Avec une difficulté, c'est que dans les années 50-60, quand on vendait la construction européenne, on disait l'Europe c'est la paix, parce que les gens avaient une mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des électeurs aujourd'hui ignorent tout de la guerre. Autrement dit, vendre la construction européenne en disant l'Europe c'est la paix, ça ne suffit plus. Non, ça ne suffit plus et on voit bien que là, on a un sujet qui est essentiel, notamment pour, en termes de culture. C'est de se réapproprier une forme de culture militaire et de la guerre, de comprendre ce que c'est. Pendant 3 décennies, on a fait croire à toutes nos sociétés en Europe qu'elles n'étaient plus concernées par la guerre. Et pour moi, un site comme DiploWeb, le prochain livre que je vais publier chez Flammarion sur Petites leçons sur la guerre, c'est quoi? C'est parler de la guerre à une société qui ne voulait plus l'entendre et qui doit se réapproprier ce sujet, parce que ce sujet ne peut pas être celui de l'Élysée ou de Bruxelles. Ça doit être le sujet de notre société, de comprendre les enjeux de la sécurité et ce qu'on est prêt à y consacrer. Guillaume Ancel, essayons de terminer de manière positive. Durant les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui serait une bonne surprise pour nous, Français et citoyens de l'Union européenne? Déjà, le fait que la guerre en Ukraine s'arrête sera pour moi une forme de soulagement. Parce qu'on voit bien qu'en 3 ans de guerre, en fait, aucun des acteurs ne peut s'imposer et gagner en l'état. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la faiblesse réelle de la Russie. Mais sur notre faiblesse aussi à nous, à faire en sorte que l'Ukraine ait pu virer les Russes de son territoire. Ce qui aurait été respecter le droit. Eh bien, parions que dans les mois qui viennent, les Français comme les Européens investissent sur l'Europe pour les défendre, et sur la manière de défendre l'Europe qui, à mon avis, en vaut le coup. Est-ce que nous avons véritablement les ressources nécessaires, psychologiquement, collectivement? Je crois avoir compris qu'une des grandes interrogations de l'état-major français en 2022, c'était de se dire: est-ce que la société française aurait la résilience qu'ont les Ukrainiens pour faire face? C'est vrai que le conflit en Ukraine nous a éclairés sur des aspects que nous avions totalement sous-estimés. Nous pensions que nos sociétés n'étaient plus prêtes. Il n'y a plus de mobilisation réelle dans l'armée ukrainienne. Et pourtant, on a vu un peuple se dresser contre la 2e armée du monde. Au fond, ce qui est extraordinaire dans ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que les Ukrainiens résistent depuis 3 ans, alors que moi-même, je ne donnais pas cher de leur peau à partir du moment où l'armée russe a décidé de rentrer en Ukraine. En 2024, l'armée russe, en mettant toute sa pression et son énergie sur l'Ukraine, a conquis moins de 0,6% de son territoire. C'est cher payé en termes de vie humaine. Et c'est cher payé en termes de vie humaine, mais ça montre une chose, c'est que résister doit être au cœur de notre société. Et j'admire chez les Ukrainiens cette capacité à ne pas subir. Alors ça m'amène à une question importante, c'est ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Est-ce que nous sommes en guerre informationnelle? Ce qui se dit parfois. J'ai entendu une ancienne ministre albanaise dire « Nous sommes en guerre informationnelle au sujet des opérations organisées par les Russes via TikTok au sujet de la Roumanie. » Quid? En fait, dès le moment où nous sommes dans une situation de tension, et qui plus est de guerre, là, avec la Russie, parce que nous sommes en guerre, en réalité, avec la Russie, l'information est une arme. Et je pense que là, nos sociétés ont sous-estimé le poids de l'information et surtout des réseaux qu'on a laissés se développer sans aucune forme de modération. C'est assez inouï en France de voir que les médias traditionnels ont des règles très strictes sur lesquelles on peut faire un recours et puis peuvent être sanctionnés si jamais ils laissent diffuser de fausses informations, et au contraire des réseaux sociaux sur lesquels on peut même prôner
de pousser de fausses informations comme si c'était une normalité. Donc là aussi, pour moi, il y a un combat à mener au niveau de l'Europe, c'est d'imposer des règles, notamment aux réseaux sociaux, avec une puissance telle que même un Elon Musk soit obligé de négocier et voire de céder. Oui, parce qu'on parle avec raison de Trump, mais à côté, dans le bureau d'à côté, il y a M. Elon Musk. Très inquiétant de voir cet homme. Je vais prendre juste un exemple. On se souvient qu'au moment de Noël, il y a cette tuerie sur le marché de Noël de Magdebourg. Elon Musk fait immédiatement suspendre le compte de l'auteur de cette tuerie, qui est d'origine saoudienne. Pourquoi ? Parce qu'il affiche son admiration pour l'extrême droite allemande et pour Elon Musk. Et quelques jours plus tard, il remet en service le compte de l'auteur de ce crime, mais cette fois, il est nettoyé de tout ce qui est gênant pour Elon Musk. Donc on voit bien la manipulation, elle se fait sous nos yeux. Donc on ne peut pas être naïf plus longtemps sur le fait que Elon Musk manipule les réseaux dont il dispose pour essayer de nous instrumentaliser politiquement. C'est là où il faut que nous réagissions. On ne peut pas laisser cette place à des moyens qui sont aussi puissants que les médias et leur laisser raconter n'importe quoi. C'est pas de ramener une censure, c'est juste d'exercer, comme on a très bien su le faire sur les médias traditionnels en France et dans toute l'Europe, à des règles et surtout à des formes de modération pour éviter que ce ne soit un endroit où on manipule les gens. Pour autant, y a-t-il un acteur européen du type ex-Twitter devenu X pour faire contrepoids ? Y a-t-il l'équivalent de Google européen ? Y a-t-il l'équivalent de Facebook ? Il n'y a pas d'équivalent, mais on se souvient que quand Thierry Breton a décidé d'imposer un certain nombre de règles au niveau européen, avec des sanctions derrière qui pouvaient se porter en centaines de millions, voire en milliards d'euros, on voit bien que dès ce moment-là, les grands acteurs, Facebook, Mark Zuckerberg, Elon Musk pour Twitter, ont commencé à trembler. Et d'ailleurs, le fait que maintenant, ils essayent de revenir avec Donald Trump pour détruire cette forme de force européenne est significatif du fait que c'est l'Europe qui peut les dissuader et ça n'est plus un pays membre tout seul. Mais que nous prenions conscience que nous ne sommes plus la France que des puissances moyennes. J'ai pu comprendre que Mme Ursula von der Leyen a remercié M. Thierry Breton. Absolument, mais parce que manifestement, ils ne s'entendaient pas sur un certain nombre de sujets. J'ai confiance dans cette jeune génération de femmes qui prend le pouvoir. Je pense à Kaja Kallas en particulier, qui est notre haute représentante de l'Union européenne. Je pense qu'elle sait plus que tout le monde ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre capacité à tenir tête à la Russie comme aux États-Unis. Guillaume Ancel, pour en savoir plus sur l'actualité géopolitique mondiale des années Trump 2, chacun peut d'abord suivre votre blog, Ne pas subir. Quelle autre ressource pourriez-vous nous conseiller ? D'abord, c'est d'avoir des sources multiples. Je pense que face à ces sujets, ce qui est important, évidemment, on ne peut pas passer sa journée à chercher des informations qui se contredisent, mais il faut aller sur d'abord des sources d'actualité, c'est très important. Moi, j'en ai un que je trouve extraordinaire, c'est le fil du monde, le live, qui permet vraiment en une journée de revoir tout ce qui s'est passé de significatif et qui a été vérifié par une rédaction avec des journalistes professionnels et pas par des bots. Et puis, après, c'est d'aller sur des endroits où on va trouver de la réflexion, c'est-à-dire trouver du sens à cette écume de l'actualité qui va trop vite et dont finalement nous finissons à avoir une forme de mémoire de poisson rouge tellement les choses vont vite. Et là, cette réflexion, on la trouve plutôt sur des sites qui cherchent à prendre un petit peu de distance. Et je vais citer DiploWeb, qui à mon avis est un exemple en termes de géopolitique, de points de vue multiples, qui permettent de s'éclairer sur un sujet et d'essayer de comprendre ce qui est réellement en jeu. Et puis il y a tous les sites des think tanks français. On peut citer notamment l'IFRI, la Fondation pour la Recherche Stratégique, l'IRIS, Sinopia et quelques autres. Merci Guillaume Ancel. Un grand merci également à notre réalisateur Cédric Cobat.